Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Virage Digital. Nous sommes comme d'habitude en direct sur la plateforme virage-digital.fr. N'hésitez donc pas à poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Une émission aujourd'hui dont le thème est l'hôpital numérique. Va-t-on avoir ou a-t-on déjà aujourd'hui des patients connectés ? Nous en parlons avec Sylvain François, donc le DSI du centre hospitalier de Versailles. Bonjour Sylvain. Bonjour. Nous en parlons également avec Olivier Bousquet, le DSI du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Bonjour Olivier. Bonjour. Et nous en parlons également avec Philippe Boulogne, le DSI de l'hôpital Foch. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc vaste sujet, l'hôpital numérique des patients connectés. On en parlera dans quelques instants, mais tout de suite, je vous propose de revenir sur l'actualité numérique de la semaine avec la revue de presse. Hier, mardi, un plan a été signé entre le gouvernement et les principaux acteurs du numérique pour améliorer la mixité dans ce secteur. Ce dernier ne compte en effet aujourd'hui que 28% de femmes. Pour y remédier, des acteurs comme Cap Digital, le syndicat national du jeu vidéo, Tech in France ou encore Syntec Numérique se sont engagés à améliorer la formation au féminin. Le but est de faire en sorte que les femmes soient de plus en plus nombreuses à s'orienter vers les métiers du numérique et à travailler dans cette filière. Un plan salué par les ministres de l'Éducation et du Droit des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem et Laurence Rossignol, qui ont déclaré « Ce plan est l'occasion de faire bouger les lignes ». Deuxième info de la semaine, la France lance un plan stratégique pour l'intelligence artificielle. Le gouvernement a en effet présenté vendredi dernier la feuille de route de la France en matière d'intelligence artificielle, nommée France IA. Celle-ci a pour objectif d'unir les efforts de chercheurs, start-up et industriels dans ce domaine. Lors d'un point presse ce même jour, Axel Lemaire, secrétaire d'État au numérique, a déclaré l'enjeu est de faire émerger une communauté IA française qui parvienne à faire collaborer directement les chercheurs les plus en pointe avec les start-up et les grands industriels. La France prouve une fois de plus qu'elle veut compter parmi les grandes nations du numérique. Et enfin, dernière info de la semaine, Objet News lance une campagne pour démocratiser les objets connectés. La filiale de Bouygues Telecom a en effet lancé une campagne sur le web, calquée en tout point avec une campagne politique, afin de prôner le déploiement à grande échelle d'objets connectés. La société affirme avoir déployé 4020 antennes, ce qui lui permet de couvrir 93% de la population française et 84% du territoire. L'entreprise se définit ainsi comme le premier réseau national dédié aux objets connectés. Objet News que nous avions déjà reçu dans cette émission et que nous recevrons à nouveau avec plaisir. Voilà pour la revue de presse de la semaine et nous passons tout de suite à la deuxième partie de cette émission, le débat. Hôpital numérique des patients connectés, je vous rappelle donc que nous en parlons avec Sylvain François, DSI du centre hospitalier de Versailles. Nous en parlons également avec Olivier Bousquet, DSI du groupe hospitalier de Paris-Saint-Joseph. Et nous en parlons avec Philippe Boulogne, DSI de l'hôpital Foch. Alors messieurs, je vous propose de faire un petit tour de table pour commencer. On va commencer avec vous Olivier. La transformation numérique de l'hôpital, vous l'avez abordée comment et surtout vous l'abordez depuis combien de temps ? C'est un sujet qui est abordé depuis très longtemps dans les hôpitaux, mais qui a pris une accélération relativement forte ces dernières années. Pour ce qui est du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, en 2011, sur toute la partie circuit du médicament, et depuis 2014, on s'est lancé dans un projet très vaste et très ambitieux de zéro papier, dont l'objectif est vraiment de numériser l'intégralité du dossier patient dans toutes ses facettes. Donc on a commencé par connecter le médicament et aujourd'hui on essaie de connecter le patient, si je résume. Le patient, les médecins, les soignants, tout le personnel et de supprimer tout le papier dans l'hôpital, oui en effet. Philippe, c'est un enjeu auquel vous faites face depuis combien de temps ? Sur l'hôpital Foch depuis peu de temps, puisque j'ai pris mes fonctions en avril 2016. J'effectue ce métier depuis une vingtaine d'années, donc ça fait assez longtemps que je suis confronté à ce type de situation. Donc sur l'hôpital Foch, nous avons une couverture fonctionnelle qui est relativement satisfaisante, avec les fonctions de base de l'informatique hospitalière, fonctions administratives, fonctions soins, prescriptions, résultats, etc. Avec des outils qui sont relativement obsolètes aujourd'hui, donc on va essayer de renouveler dans un avenir proche. Nous ne sommes pas encore au stade où le patient est connecté, mais nous y travaillons ardemment. Donc on reviendra sur le sujet par la suite. Donc la première étape en fait de la transformation numérique, déjà, c'est de mettre le numérique à jour dans un hôpital pour que ça fonctionne correctement et au standard aujourd'hui de ce qu'on peut attendre. C'est-à-dire qu'en général, pour construire quelque chose de solide, il faut avoir de bonnes fondations. Donc on commence par l'infrastructure, les postes de travail, mettre à niveau les outils, et après on s'oriente vers le patient connecté, le portail patient pour qu'il ait
un certain nombre de services. Le but du jeu étant que l'information médicale soit disponible tout au cours de la prise en charge du patient, partout et pour tout le monde. Alors on va en parler justement des différentes étapes de ce parcours patient, mais d'abord donc Sylvain, cette transformation numérique au centre hospitalier de Versailles, vous y faites face depuis combien de temps et comment est-ce que vous l'avez abordé ? Alors un peu comme mes deux collègues, l'informatisation au niveau des hôpitaux est assez ancienne, pour le cas de Versailles à peu près 30 ans, mais effectivement depuis quelques mois on sent une forte accélération de la demande sur certains sujets qui n'étaient pas abordés fatalement il y a 30 ans, notamment l'accès par le patient, les professionnels de ville à la donnée, donc sortir la donnée de l'hôpital, et puis aussi des notions de mobilité avec l'évolution des métiers et de l'organisation des services de soins, où désormais on demande également à avoir accès à l'information où qu'on soit dans l'hôpital et quel que soit le dispositif qu'on utilise. Donc c'est ça vraiment les grands enjeux aujourd'hui, c'est en fait que le parcours de soins du patient puisse être suivi d'un bout en bout, et avec notamment cette notion de mobilité, cette notion également de zéro papier, comme vous y faisiez allusion il y a quelques instants. Oui, en fait, si on veut partager de l'information à l'entrée de l'hôpital et avec le personnel ou les professionnels à l'extérieur de l'hôpital ou avec le patient, mécaniquement, cette information doit être numérique. Si elle est papier, elle est extrêmement compliquée à partager. Donc c'est un peu un premier besoin à couvrir, qui est de rendre cette information numérique et donc partageable, et bien sûr la partager. Alors, toutes les informations sont pas simples à partager et simples à numériser, mais et c'est pour ça que les établissements ont tous plus ou moins démarré par un certain nombre de sujets. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit une vraie dynamique de la part des patients particulièrement, mais de la médecine de ville aussi, et des différents établissements à travailler ensemble. On est de moins en moins dans un environnement où l'hôpital est une entité autonome et qui travaille en autarcie. On est de plus en plus... Ça devient un réseau, en fait, si je comprends bien. On est un maillon de la chaîne. En tout cas, d'en créer un. Voilà. Mais alors, vous parlez de partager cette information. Donc, en fait, dans cette information, on parle de données, tout simplement de la donnée patient, qu'il soit malade, non malade, quels sont les symptômes, quels sont les médicaments. Avant de parler de la donnée en tant que telle, cette information, en fait, on la partage avec qui ? On la partage entre médecins, on la partage avec le patient, on la partage entre hôpitaux, on la partage avec l'État, on la partage avec tous ces gens-là, mais selon des degrés différents. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. C'est que plus les jours avancent et plus le nombre d'interlocuteurs potentiels augmente. Effectivement, au départ, on était dans des relations médecin à médecin, mais il est vrai que désormais, le patient souhaite être acteur dans l'utilisation des données qu'il concerne. On a aussi le personnel soignant qui demande de plus en plus aussi à accéder à de la donnée patient. Et puis, comme on le disait aussi, l'État, dans des cas d'anonymisation, bien sûr, des données, mais on parle de big data, par exemple, pour réaliser des études épidémiologiques, par exemple, ou des études statistiques, pour aider de manière prédictive à la prise en charge des patients. On regarde l'épisode de grippe, par exemple, que l'on vit en ce moment. On voit bien qu'une étude épidémiologique, une étude statistique pourrait nous aider encore plus finement à prédire. À endiguer ou à prédire, en tout cas, où est-ce que vont être les prochains foyers. Tout à fait. Donc là, pour le coup, on sort de l'hôpital. Philippe ? Je vais compléter les propos de mon collègue. Je pense qu'on peut parler de parcours numérique de l'usager, où le patient souhaite maintenant pouvoir être en contact très rapidement avec l'hôpital, ne serait-ce que pour la prise de rendez-vous ou pour déposer un certain nombre de documents administratifs directement en ligne. Et en même temps, au sortir de l'hôpital, il veut disposer de ses comptes rendus de résultats laboratoires, de son compte rendu d'hospitalisation, de son compte rendu opératoire, etc. etc. Donc il faut qu'on arrive à mettre en œuvre ces services numériques pour le patient. De la même manière, les médecins traitants sont demandeurs des informations qui concernent le patient sur son statut, sur son suivi, est-ce qu'il a été hospitalisé, et comment j'obtiens le compte rendu en ligne. J'ai rencontré un certain nombre de médecins généralistes qui reçoivent par jour 10, 20, 30 fax qu'ils ont du mal à scanner, à classer, etc. Donc on est encore loin du numérique pour la fluidification des relations entre l'hôpital et la ville. Et donc, du fait du coup de l'outil qui est utilisé, qui n'est pas encore un ordinateur avec une connexion internet, si je comprends bien. Enfin, qui l'est pour beaucoup, mais qui fait que d'autres outils sont encore utilisés. C'est-à-dire que là, on aborde un champ qui concerne la sécurité et la confidentialité des données. Donc, pour pouvoir diffuser par messagerie un certain nombre de données médicales, il faut que cette messagerie soit sécurisée. Donc, le ministère a défini un certain nombre de normes. Il y a la messagerie MS Santé, il y a la messagerie API
prescriptes. Donc les médecins libéraux n'adhèrent pas encore complètement à ce processus. C'est en cours. Donc il faut en fait partager la donnée. On discutait un petit peu avant cette émission et on parlait de parcours de soins multi-établissements, donc avec une donnée qui devrait se balader. Et pour autant, il est difficile justement de l'échanger, si je comprends bien, parce que j'imagine qu'on la met pas sur le cloud comme ça pour que tout le monde puisse y avoir accès. C'est quelque chose de très sécurisé. C'est ça, et qui est aussi assujetti à des éléments réglementaires, fort heureusement d'ailleurs. Donc les établissements de santé de toute manière ont bien conscience de la criticité des données qu'ils utilisent, mais la réglementation telle que l'hébergement de données de santé, telle que la sécurisation dans les transmissions, comme le disait Philippe, par la messagerie sécurisée de santé, viennent, je dirais, un peu complexifier les échanges, parce que ça demande quelques mises en œuvre préalables entre les établissements ou entre l'établissement et des professionnels de ville, par exemple. Et comme disait Philippe, autant entre établissements de santé, on a une certaine maturité sur le sujet, autant pour un professionnel de ville, voire un patient aussi, même s'il comprend bien l'intérêt de la sécurité autour de ces données, parfois il n'a pas l'infrastructure, on va dire, nécessaire et le savoir-faire pour le réaliser. Donc il y a une conduite du changement et aussi un accompagnement pour mettre en place certains outils et donc aussi avoir des choix d'outils assez simples à mettre en œuvre pour le déployer assez facilement. Parce que l'hébergement de données de santé, Olivier, c'est un métier particulier ou c'est une certification particulière ? C'est un agrément qui est donné par la ZIP Santé, donc qui est une agence nationale qui travaille autour de la santé, autour de l'informatique hospitalière et de santé de manière générale, et qui nécessite un certain nombre de prérequis. Alors c'est un agrément officiel avec un dossier relativement lourd à mettre en œuvre qui nécessite par exemple la présence d'un médecin dans l'équipe qui gère la partie infrastructure, bien sûr des redondances de données, etc. Mais typiquement, c'est ce qu'on se dit en général entre DSI d'hôpitaux. On aimerait bien pouvoir être hébergeur de données de santé parce que du voisin. Parce que n'est pas hébergeur non, ou du moins des siennes. Aucun de nous est hébergeur de données de santé. On héberge nos propres données, ça on en a le droit de principe. Mais si je voulais héberger les données de santé de Philippe, par exemple, ne serait-ce que pour avoir un espace de sauvegarde, de backup de ces données, il faudrait que j'ai cet agrément. Alors cet agrément-là, aujourd'hui, c'est un dossier, une complexité que je ne peux pas me payer au vu de la lourdeur du process. Mais il existe, j'imagine, des prestataires qui, eux, peuvent le faire pour l'ensemble des hôpitaux. Il existe des prestataires, tout à fait, qui le font, mais c'est pas parce que ces prestataires sont agréés hébergeurs de données de santé que si tous les hôpitaux se mettaient à mettre leurs données dans cet espace d'hébergement, c'est pas pour autant que toutes les données seraient partageables. C'est-à-dire qu'elles seraient hébergées, oui, mais pas pour autant mises à disposition de tous les établissements. D'accord, donc chacun en fait aurait son coffre-fort à la banque, mais on ne pourrait pas faire communiquer en fait les coffres-forts. Pas plus que ce qu'on sait faire aujourd'hui par des mécanismes d'échange de données par messagerie sécurisée, par échange de flux normés sécurisés également. Mais alors comment est-ce qu'on fait quand on veut justement faire en sorte que des hôpitaux se rapprochent pour plus d'efficacité ou pour créer des centres hospitaliers plus grands ou pour décision politique comme on a pu le voir il n'y a pas si longtemps, si justement il est aussi difficile de faire converger des données de plusieurs hôpitaux, Sylvain ? Alors, on est fort heureusement aidé, comme le disait Olivier, par des normes qui viennent nous aider sur les transmissions. Comme je le disais aussi, il y a une certaine maturité entre les établissements de santé qui nous amène à utiliser souvent les mêmes procédés d'échange. Donc ça nous aide pas mal. Pour autant, pour reprendre ce que vous indiquiez autour du réglementaire et des fameux groupements hospitaliers territoires qui imposent des regroupements entre les établissements publics de santé, effectivement, là, on est en train de monter dans chacun de ces groupements des groupes de travail afin d'établir des schémas directeurs communs qui nous amènent à avoir des outils communs et notamment des outils collaboratifs et des outils d'échange pour faciliter cet échange de données, cette transmission, ce partage de données. Donc c'est la norme en fait qui va justifier que la donnée en fait est plus sécurisée parce qu'elle est restée en fait au sein de cette norme et qu'elle répond à un certain nombre de critères. D'un certain côté, oui, et en plus, elle nous facilite le travail, c'est-à-dire qu'on peut tous s'appuyer sur un même standard, c'est surtout ça, c'est un outil plutôt de facilitation, la norme. Pour autant, la norme ne sécurise pas, pour autant, il faut quand même mettre en œuvre des procédés techniques et des dispositifs techniques de sécurisation, mais au moins, elle nous aide à parler le même langage, je dirais, en termes de transmission des données. Pour rester sur la donnée, dernière question sur la donnée avant de changer de sujet, un détail, qui n'en est pas un d'ailleurs pour vous, mais question qu'on pourrait se poser, l'hôpital est propriétaire de ces serveurs sont forcément hébergés sur le territoire français ou c'est là aussi il y a des régulations qui sont établies ?
Il y a une réglementation qui impose que les données de santé soient stockées sur des serveurs basés en France. D'accord. Donc les data centers des prestataires agréés hébergeurs de données de santé sont situés en France. Donc le cloud pour l'hôpital, c'est pas quelque chose envisageable aujourd'hui. On parle de données médicales, donc la donnée médicale, c'est une des données qui est les plus sécurisées en France, probablement plus que les données bancaires, donc qui est soumise à des niveaux de sécurité très très forts. Donc le cloud, probablement le cloud privé, oui. Le cloud public, non. Je pense pas. Le cloud hybride à discuter. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Alors sur l'utilisation de la donnée, on en parlait avant, il y a plusieurs façons de l'utiliser, disons plusieurs processus dans le parcours patient. Il y a la donnée que le patient envoie à l'hôpital, il y a la donnée que le patient va avoir dans l'hôpital, il y a la donnée que le patient va avoir à sa sortie de l'hôpital. Moi, ma question, elle est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle de patient connecté ou est-ce que c'est simplement un parcours patient qui est agrémenté en fait, de données tout au long ? Je vais répondre les deux, mon commandant. Le patient, ce que l'on souhaite lui fournir, c'est l'accès à ses données médicales, qu'il s'agisse de données administratives ou de données médicales ou de données de sortie. Le patient pourrait être connecté aussi pour son suivi. Et je vois par exemple un certain nombre d'exemples qui tournent autour de la chirurgie ambulatoire et une réhabilitation rapide. Donc un certain nombre de patients aujourd'hui ont des objets connectés ou peuvent répondre en ligne, peuvent renseigner en ligne les constantes concernant la douleur et ainsi générer des alertes pour soit une consultation en urgence, soit un rappel pour le passage d'une infirmière libérale à domicile. Donc le patient peut être à la fois connecté, mais ce que l'on souhaite aussi, c'est lui fournir les services numériques le plus rapidement possible. Olivier, on voit fleurir, c'est une question de plus en plus d'objets connectés ou d'applications dans les hôpitaux ou c'est pas encore la priorité de la numérisation ? Alors c'est encore le début. Il y a énormément de systèmes existants. Peu sont vraiment uniformisés et adaptés à l'ensemble des patients dans l'ensemble de leur pathologie. Aujourd'hui, on voit apparaître des applications mobiles, par exemple, ce que disait Philippe sur la chirurgie ambulatoire, qui restent limitées à la chirurgie ambulatoire. C'est-à-dire que le même principe pourrait être appliqué à des séjours de médecine, à des séjours ou à des passages pour des explorations fonctionnelles quelconques. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est le patient de plus en plus interagit avec l'hôpital et devient de plus en plus le point central d'ailleurs il est par définition il est le point central de tout ça, mais historiquement c'est plutôt l'hôpital qui était le point central et le patient était un patient. Aujourd'hui les patients sont des consommateurs de la santé entre guillemets sans aucun côté péjoratif là-dessus, mais et l'hôpital a besoin de l'implication du patient dans sa préparation à la venue de l'hôpital, dans sa sortie, dans son suivi pour éviter de revenir, pour éviter les complications. Et le patient a besoin et a envie d'avoir les mêmes types de services qu'il trouve dans d'autres domaines. Aujourd'hui, on est en train de parler, ça devient une réalité depuis quelques mois seulement, de prise de rendez-vous sur Internet pour les hôpitaux. Or, il y a 2 ans de ça, c'était de la science-fiction pour la plupart des hôpitaux que de permettre de prendre un rendez-vous sur Internet. Ça paraît tellement évident aujourd'hui, je pense que dans quelques années on en rigolera un peu, mais on est un peu dans cette transformation de l'hôpital nous, on a tendance à essayer de faire des parallèles, par exemple, avec ce qu'on a pu vivre dans les aéroports. Il y a quelques années de ça, pour faire un voyage, il fallait passer dans une agence de voyage, il fallait aller retirer son billet, etc. Aujourd'hui, on arrive avec sa carte d'embarquement sur le smartphone. Donc on assiste à une espèce d'ubérisation de l'hôpital, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais... C'est un peu fort, mais non, c'est plus le côté mise à disposition, et il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire, moyennant le fait, bien sûr, de maîtriser la donnée et de la sécuriser, mais il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas faire bénéficier à nos patients des mêmes avancées que la technologie et le numérique peuvent apporter aujourd'hui dans n'importe quel autre domaine. Il ne faut pas oublier non plus que nous ne pouvons... Enfin, on a constaté une augmentation très importante de patients disposant d'une adresse mail et d'un numéro de téléphone portable. Donc, il y a une croissance exponentielle ces 2 dernières années. Et à partir de cet état de fait, on a commencé à collecter toutes ces données, ce qui va nous permettre de construire le parcours numérique de l'usager. Justement parce qu'il y a plus de techniques possibles. Sylvain, un petit mot également sur ces objets connectés, sur ces applications, sur le fait... Parce qu'en fait, si on essaye de se projeter un petit peu comme on aime le faire dans cette émission, on comprend que d'un côté, en fait, les services sont numériques, donc pas forcément dans l'hôpital, mais peuvent être
ailleurs que l'hôpital. Donc en fait, si l'hôpital irait presque à la maison et le patient resterait moins de temps à l'hôpital. Et d'un autre côté, les machines seraient capables de prendre en charge de plus en plus de choses qui étaient hier prises en charge par les humains, si je comprends bien. Oui, alors c'est vrai que pour reprendre ce que disaient Philippe et Olivier, en fait on travaille sur deux aspects. L'hôpital, si on demande à un patient ce qu'il en pense, c'est qu'il considère souvent que la prise en charge elle est très bonne une fois qu'il est dans la salle de consultation ou une fois qu'il est dans son lit d'hospitalisation, pardon. Mais pour lui, ça correspond aussi à un chemin de croix administratif, par exemple, avant son arrivée, voire après son arrivée. Les outils numériques, typiquement, facilitent grandement le solutionnement de ces difficultés, comme on le disait, prise de rendez-vous en ligne, préadmission, géolocalisation, guide. Les centres hospitaliers sont souvent des labyrinthes. Voilà, j'en passe et des meilleurs, facturation en ligne, paiement en ligne. Pour ce qui est de la prise en charge en elle-même, effectivement, les objets connectés sont des outils qui peuvent venir enrichir les données qui sont à disposition des professionnels de santé. Et on parlait de parcours patient. Effectivement, l'idée n'est pas de créer une cassure entre l'hôpital, la ville et le patient, mais bien de créer une continuité. Et ces objets connectés, en fait, permettent cette continuité entre l'hôpital et la ville. C'est-à-dire que le patient passe à l'hôpital, comme on le dit, s'est fait opérer, par exemple. Et ces objets connectés permettent d'obtenir des données à la fois pour l'hôpital et à la fois pour le professionnel de santé qui assure son suivi en ville, par exemple. Il y a une chose qui est essentielle dans tout ça, c'est qu'en fait, quand le patient arrive à l'hôpital, c'est un moment de stress pour lui. On n'est pas habitué à aller à l'hôpital. Donc, Et puis déjà, quand on va à l'hôpital, c'est qu'en plus, on est stressé par la raison pour laquelle on y va. C'est qu'a priori, on est malade. Donc, normalement, on est déjà pas dans une situation très, très confortable. Donc, on peut sécuriser, simplifier le parcours, l'accès, donner de la visibilité sur ce qui va se passer à l'hôpital, ce n'est que du bénéfice pour le patient. Mais il y a un deuxième élément qui est extrêmement important, c'est que l'hôpital, une fois qu'il est le patient, quand il est à l'hôpital, en effet, il est bien pris en charge. Quand il est dans sa chambre, il est pris en charge par des soignants, par des infirmières, par des médecins, etc. Et la sortie est aussi un moment de stress. C'est que d'un seul coup, il va se retrouver chez lui, sans cet environnement médical, etc. Et c'est vrai aussi que le parcours, la continuité du parcours à la sortie permet aussi d'avoir une sortie continuer l'accompagnement. Voilà, plus agréable, plus sécurisée pour le patient et pour tout le monde. Et alors, d'un point de vue très pragmatique, le fait que l'hôpital s'invite chez le patient, entre guillemets, est-ce que ça va permettre de traiter plus de gens à l'hôpital parce qu'on aura besoin de les garder moins longtemps ? C'est-à-dire qu'on veut tendre vers l'efficience. Donc la cible idéale, c'est un patient qui ne se sent pas bien. Il peut prendre son rendez-vous en ligne directement à l'hôpital. Il dépose ses documents en ligne. Il arrive, il est accueilli, il n'attend pas. Il se géolocalise sur son smartphone pour trouver la consultation du professeur X. Ensuite, il ressort de la consultation. Il peut consulter son compte-rendu de consultation en ligne. Il peut payer en ligne. Et j'ai même oublié qu'au départ, on lui a envoyé sa convocation en ligne pour ce rendez-vous et qui sait peut-être demain sa place de parking, pourquoi pas. Bien sûr. Lui rappeler qu'il a rendez-vous pour s'assurer qu'il est effectivement présent. Ensuite, s'il est vraiment hospitalisé, donc il est opéré et il va au bloc opératoire, en chirurgie ambulatoire par exemple, donc il revient chez lui. Il a une application qui permet de suivre un certain nombre de constantes en ligne, qui déclenche des alertes ou pas, et il revient pour une consultation de suivi, ou alors il revient en urgence si les constantes sont plutôt mauvaises. Donc ça, c'est un peu la cible du parcours numérique. Juste pour faire un parallèle sur ce que disait Philippe et qui est totalement vrai, on le voit quand on a un rendez-vous chez son médecin généraliste. Si on a un rendez-vous à 14h pour une consultation de 30 minutes, on est sorti à 14h30 et on arrive 5 minutes avant. Quand on va à l'hôpital, on prend une demi-journée de congé. Parce qu'il y a ce parcours du combattant à l'arrivée, à la sortie, pour attendre son courrier, son compte-rendu, etc. Et c'est ça aujourd'hui qu'on essaye d'éliminer par tous ces types de numérisation et de... Pour plus d'efficience, justement, et donc plus plus d'efficience, donc plus de temps médical disponible. Plus de temps médical disponible et moins de temps patient utilisé, du coup, pour se soigner. Une question un peu provocatrice, entre guillemets, est-ce qu'on peut tout numériser dans un hôpital ? On a parlé du patient, on a parlé du papier. Est-ce que vous avez d'autres chantiers sur lesquels le numérique a un coup à jouer, ou est-ce qu'il y a des choses qui ne pourront pas être numérisées dans un hôpital ? Alors, il y a des éléments qu'on travaille en parallèle qui n'ont indirectement, on va dire, en tout cas pas grand-chose à voir avec le patient, c'est la numérisation de l'ensemble de la chaîne administrative. C'est une obligation réglementaire pour les établissements de santé. Le projet s'appelle Chorus, c'est un projet national qui nous demande, pour la chaîne des commandes jusqu'à la facturation, d'avoir du zéro papier.
Donc on voit que ce zéro papier auquel les établissements tendent, comme le disait Olivier tout à l'heure, en termes d'objectifs, il est aussi sur la partie administrative et c'est même une contrainte réglementaire. Alors pourquoi j'utilise le terme contrainte ? C'est que ça nécessite des changements d'organisation dans les services administratifs. Qui doivent être conséquents, oui, j'imagine. Qui doivent être conséquents, mais qui apportent une certaine valeur ajoutée au final, bien entendu, dans le traitement de l'ensemble des éléments administratifs. Donc il y a effectivement d'autres créneaux que ceux que l'on a cités, et je dirais que tout se prête, entre guillemets, au zéro papier, mais comme on le disait tout à l'heure, ça ne se traite pas de la même manière pour autant, et tout ne se partage pas pour autant, tout ne s'échange pas. Voilà, il y a plutôt ce type de disparité. Même sur le côté administratif, on reste avec évidemment cette contrainte, oui, effectivement, contrainte de sécurité et attention, ce sont des données sensibles qu'il faut protéger. Bien entendu, pas pour les mêmes raisons, mais effectivement sont liées à des contraintes sécuritaires, oui. Olivier, est-ce qu'on peut tout numériser dans un hôpital ? Nous, question. Nous, alors à Saint-Joseph, on est conscient, on est persuadé de ça, et aujourd'hui on se concentre particulièrement sur la production de soins, donc sur tout ce qui tourne autour du dossier du patient. Et quand on parle de numérisation, globalement, aujourd'hui, nous on se dit que toute l'information qui est sur un bout de papier est mécaniquement peu partageable, peu partagé, peu disponible. Or, le soin se fait à partir de la donnée. Il n'y a aucun soignant, aucun hôpital, aucun médecin qui ne peut soigner sans information. On a besoin des résultats de labo, on a besoin de l'image du scanner, on a besoin du résultat de ECG, on a besoin de toutes les données connues dans le passé du patient ou dans tous les examens qu'on a pu faire. Et donc ces données-là, il faut, pour améliorer la qualité et la sécurité des soins des patients, qu'elles soient accessibles à tous les professionnels, en temps réel, partout. Ça ne peut pas passer par le papier, ça. Donc je ne sais pas si on peut tout numériser, mais numérisons un maximum pour partager Il y a deux sujets particulièrement. Il y a le sujet de numériser le papier existant, et ça c'est un vrai sujet, de numériser l'histoire qu'on a. On a tous des kilomètres linéaires d'archives papier, et donc dans laquelle il y a pas mal d'informations. Donc il y a la numérisation de l'existant papier, et surtout l'intérêt c'est d'avoir les données nativement numériques. Et ça reste encore quelque chose de relativement complexe. Il n'y a rien d'impossible. Mais c'est très complexe à mettre en œuvre. Il y a un accompagnement à faire vis-à-vis des forces vives de l'hôpital, c'est-à-dire les médecins, tout le personnel hospitalier qui justement lui doit changer un petit peu ses habitudes pour aller vers le numérique. Je pense que au-delà des outils techniques, c'est une vraie conduite du changement et une organisation à mettre en œuvre. Maintenant, il y a aussi des textes qui nous obligent de respecter les modalités d'archivage, puisqu'il y a des textes qui sont sortis sur l'archive à valeur probante qu'on doit respecter et qui impliquent aussi un certain investissement sur des technologies un peu complexes. Donc ces textes sont sortis il n'y a pas très très longtemps. Je ne sais pas si Olivier a travaillé sur à l'archivage numérique. À Foch, on n'en est pas là encore. Donc c'est un processus qui est en route. Concrètement, c'est vrai que les données, le dossier du patient, qu'il soit en support papier ou numérique, peu importe, doit être conservé dans son intégralité pendant au minimum 20 ans, quand c'est pas 30 ans, voire plus en fonction des pathologies. Or, aujourd'hui, personne ne sait réellement ce que seront nos systèmes d'information dans 20 ans ou dans 30 ans. On doit aussi garantir la non-altération du dossier, à la fois dans son contenu, dans son intégrité. Et ça passe par des outils techniques, en effet, qu'on appelle des SAE, des systèmes d'archivage électronique, qui sont extrêmement complexes et assez coûteux. Et donc, en effet, nous, on est parti dans cette dynamique-là dès le départ, parce qu'on voulait aller dans le zéro papier numériser, supprimer le papier, mais ça reste un vrai sujet qui est pas aussi basique qu'on peut imaginer. Alors très rapidement pour finir, on a parlé du rôle du DSI qui se trouve être au centre aujourd'hui du parcours patient numérique. Ma question est simple et je vais vous la poser à tous les trois, vous serez peut-être d'accord ou peut-être pas. Est-ce que le DSI d'un hôpital doit être considéré comme un professionnel de santé aujourd'hui, vu la place qu'il prend dans le parcours du patient ? Alors, je pense que dorénavant, chaque acteur de l'hôpital peut être considéré comme un professionnel de santé parce qu'il contribue à sa manière à la prise en charge d'un patient, donc y compris un informaticien. Je dirais que je formulerai autrement, je pense que l'informatique est désormais au centre de la prise en charge du patient.
indépendamment du DSI, c'est tout ce qui tourne autour du système d'information qui est désormais placé de manière centrale dans la prise en charge du patient. Comme le disait Olivier tout à l'heure, à partir du moment où on a des systèmes d'information qui ne sont pas accessibles et que la donnée n'est pas accessible, et à partir du moment où on considère que la quintessence des données est numérique, le médecin ou le soignant est quand même assez embêté dans la prise en charge du patient. Il saura faire, mais il sera quand même assez limité. Donc je dirais plutôt que c'est le système d'information qui est désormais au centre de la prise en charge, au même titre que par exemple la prise en charge médicamenteuse par exemple. Donc ça n'est pas le DSI, mais le système d'information qui... c'est pas une personne physique ou morale, mais donc ça travaille main dans la main en tout cas avec le médecin. Olivier, Philippe, même question, vous vous considérez comme professionnel de santé ou... À partir du moment où contractuellement nous sommes embauchés dans le monde de la santé, que nous travaillons même en tant que prestataire, puisque la DSI est avant tout un prestataire au service des patients et des médecins et des soignants, je considère que nous sommes des professionnels de santé qui sont soumis au secret professionnel, et donc nous manipulons des données de santé, voilà, parfois anonymisées et parfois pas, tous les jours. Donc oui, intrinsèquement, nous sommes professionnels de santé. Moi, je pense tout à fait de la même manière. Il n'y a aucun débat. On est évidemment des professionnels de santé et je pense qu'on ne pourrait même pas dire que on s'éloigne de ça parce qu'en effet, on accède à de la donnée, parce que notre activité et l'activité de l'ensemble de l'équipe et du système d'information ne contribue même plus à la prise en charge de la santé. C'est quasiment la prise en charge de la santé. Aujourd'hui, si vous enlevez n'importe quel système dans un hôpital, à partir du moment où il est inaccessible, on ne peut plus soigner les patients. Donc on est évidemment des professionnels de santé comme tout employé en contact de près ou de loin avec les patients ou avec les données des patients. Aujourd'hui, je pense qu'on est devenu un peu des incontournables, ce qui est bien d'un côté, mais ce qui met une certaine pression. Merci beaucoup Philippe Boulogne, Olivier Bousquet et Sylvain François de nous avoir accordé cette demi-heure pour nous parler donc de la numérisation de l'hôpital et des enjeux qui en découlent. Merci à tous pour nous avoir suivis, pour avoir suivi Virage Digital en direct. Je vous invite à retrouver le replay dès demain sur viragedigital.fr, mais également sur les sites de nos partenaires, à savoir IT for Business, ZDNet, PC Expert et Silicone. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour une émission cette fois-ci sur le thème de la numérisation de Total avec Frédéric Jiménez. Merci, à la semaine prochaine. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.